Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de la force? Parce que, vous savez, l'abus de la force, c'est la définition étymologique de la violence. Bon. Là, parallèlement, je vois encore ce guignol de Rougeron en train de faire le malin en se prenant pour une sommité de connaissances. Hein. Il y a une différence, encore une fois, entre l'intelligence et la sagesse. Hein, je vais encore y revenir, mais c'est encore nécessaire. Hein. C'est d'ailleurs ainsi parlait Zarathustra, hein, les trois métamorphoses de base, hein, en homme, en lion, puis en chameau. Hein. Et donc, peu importe la hiérarchie, de toute façon, c'est une longue thématique. Hein, ce qui est important, c'est les métamorphoses, mais ce qui est important dans le fond, c'est surtout l'encapacitation. Hein. La différence entre l'intelligence et la sagesse, c'est que l'intelligence, c'est le doute. D'accord? Thèse, antithèse. Lobe gauche, lobe droit, anatomiquement, du cerveau élaboré qui se projette au-delà du cerveau primitif. Anatomiquement, au fur et à mesure que l'axis mundi de la colonne vertébrale se relève des hominidés aux Homo erectus, aux Homo sapiens sapiens. Hein. C'est parce que la combinatoire multifactorielle de la maîtrise du feu, de son emploi pour modifier la chimie organique des digestions, plus les rayonnements calorifiques hein, dans des stations au sol dormant parce que éloignant les prédateurs et non plus recroquevillés partout dans les arbres, qui favorise la plastique physiologique hein, de couplé après avec le quotidien du chasseur-cueilleur qui a besoin de voir au-dessus des grandes herbes pour se voir au-delà les prédateurs environnants, qui sur des millions d'années va favoriser le redressement de l'axis mundi, hein, comparer la colonne de l'épine dorsale de l'humanité par rapport au gorille par exemple, et voyez comment la maximisation du collectage de la charge électrostatique par le système nerveux central finit par se surcompenser dans le déploiement de l'encéphale et favorise le déploiement du cerveau primitif en cerveau élaboré. Hein, c'est ça le principe matriciel profond de l'augmentation de l'intelligence. Mais la sagesse, c'est l'octroi de ce recul permis par la conscience sur la mémoire. L'intelligence ne concerne que l'expérience. La sagesse concerne le cumul de la mémoire des expériences passées avec l'anticipation de la pertinence du choix. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est le bon emploi de l'intelligence. C'est-à-dire que la sagesse, elle, convoque l'éthique, hein, et pas strictement le nécessaire. Elle concerne le meilleur horizon. Et je dis pas ça pour parler d'Édouard Philippe. Je dis ça pour rappeler les principes de fond qui, justement, voudraient être prépositionnés, à nouveau être accaparés pour être dénaturés. Parce que c'est bel et bien le problème de fond. Vous voyez que je ne cesse de pointer dans cette affaire les problèmes d'hyperlocalisme, de suridentitarisme surcompensateur d'hyperlocalisme et d'hallucination décorporalisée. Pourquoi? Parce que le problème de fond, c'est la dissociation psychoperceptuelle. L'instabilité profonde, l'incohérence profonde, c'est le déploiement des syndromes post-traumatiques après les atteintes faites aux intégrités physiques des individus. C'est à ça que toute suprématie d'extrême droite d'héritage colonial est spécialiste. Pourquoi? Parce que elle se représente les clusterisations du nationalisme comme un zoo, pas comme une palette. Hein. L'extrême droite est férue de projeter son autistisation psycho-affective, psycho-comportementale en grand naturalisme. Hein. Le suprémacisme nétanyahuen n'a de cesse de revendiquer que c'est la terre de ses ancêtres. Non, c'est la terre des polyculturalismes des autochtones qui se l'étaient déjà reconnus. D'accord? Puisque déjà, il est dans une confrontation de l'appropriation d'une terre. Donc ça veut quand même bien dire que cette terre a quand même un sous-concept commun partagé par deux ethnies la revendiquant. Bon. L'histoire du problème de la colonisation autoritariste, aliénatoire, suprémaciste du sionofascisme, c'est quand même de se prétendre être le peuple juif
alors que son propre eugénisme a échoué au moyen de l'informatisation du couplage au séquençage généticien, à démontrer l'existence du gène juif, ce qui prouve bien l'inacuité totale de sa thèse identitaire, de sa thèse ethniciste. Puisque, en plus, elle avait le malheur d'essayer d'être un eugénisto-ethnicisme. Thèse qui s'est effondrée. C'est l'échec le plus caché de l'absurdité de la thèse identitariste actuelle du nétanyahouisme. Hein. Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'une vieille mouture reproductive, se pensant jusque-là avoir été impunie, de ce qui a été éradiqué de la surface de la Terre avec le nazisme. Et à juste titre. Pour l'absurdité de sa thèse. Encore une fois, Paul Kammerer a démontré que l'ultra-spécificité des caractéristiques génétiques n'est pas acquise. Elle n'est pas héréditaire infiniment. Elle n'est que transitoire parce qu'elle n'est que la continuité du produit de l'interaction d'un patrimoine génétique dont la définition du vivant, c'est le mouvement autonome mu par lui-même, c'est-à-dire en permanence mutagène, avec les interactions avec son biotope, son environnement. Et que donc, intrinsèquement, dans le fond du fond des choses, il n'y a pas de race. Ça n'existe pas physiologiquement, les races. Tout ce qui existe, ce sont des morphotypes transitoires en raison de la durée d'un maintien dans un type d'interaction privilégiée par les conditions polyfactorielles de cette interaction avec son biotope. Point. Le reste est une construction de l'esprit qui relève de l'essentialisme, qui relève de la surcompensation, de la nécessité pour la supplantation de l'infini des données à l'illusion de maîtrise unilatérale plénipotentiaire de l'humanité, d'avoir à compenser par la croyance. C'est ce qui a été combattu par l'évolution, par la culture, par le processus civilisationnel, par la connaissance. On a remplacé l'arbitraire par le consensus. C'est-à-dire que les lois ne sont pas divines, d'impérieuse nécessité de doctrine, de discipline, après la tentative de l'éradication de l'humanité par les forces astrophysiques au moment du déluge. Elles se reconnectent profondément à une capacité d'encapacitation plus profonde liée à la physiologie. C'était ça l'avantage majeur de la révolution des Lumières. Et vous voyez comment, la révolution des Lumières tient avant tout au couplage de l'encyclopédisme et du refus de l'esclavagisme. C'est ça la République. C'est pas l'instrument privilégié de l'hypocrisie siono-fasciste qui a subverti la royauté chrétienne catholique divine pour la soumettre à son bon joug. Ça, ce sont les pseudo-thèses des imbéciles. La gauche française historique, c'est le progrès des peuples qui a inspiré toutes les évolutions d'émancipation, des exploitations, des réductions de nature à la corvée. C'est ce qui a inspiré Alexandre II en Russie pour mener sa politique de volonté d'incitation fiscale des moudjiks, qui étaient parasités par la bourgeoisie russe. Ce qui a entraîné derrière une grosse partie des raisons de la révolte soviétique bolchevique. Enfin, bolchevique puis soviétique, pardon. C'est avant tout, c'est le progrès humaniste fait des Lumières. En plus, la crainte ethnicisto-néo-raciale de la rivalité interethnique entretenue et distillée par l'extrême droite, Sarkozy, qui dit dans des conférences internationales qu'il faut endiguer la pression démographique africaine à cause du taux de reproduction de l'hypernatalité africaine. Mais le mec ne pense qu'en rapport démographique. C'est là où Emmanuel Todd est aveugle aussi, en pur démographe, en pure déformation professionnelle. Il n'y a pas que la démographie dans l'histoire. Désolé. À l'époque de la conquête de l'Europe, du triomphe des idées des Lumières, la natalité démographique dominante dans son rapport territorial d'action directe était à l'avantage de la France. La France était le pays le plus démographiquement peuplé du continent européen. Donc si vous voulez, ce fantasme de surpuissance, il ne vient que de la méconnaissance de la réalité physiologique. Donc on voit bien son inacuité et la bêtise de sa crispation sur son passéisme, en réalité, stratégiquement.
Et en plus, si vous voulez, ça visibilise d'autant plus, comme je disais tout à l'heure, le problème de l'essentialisation dans le rapport à l'accaparation dénaturante, lorsqu'on se représente l'ethnicité d'autrui plus comme le zoo que comme la palette. C'est l'imbécilité profonde de la chose. Et c'est là où je veux en venir, parce que je disais que Rougeron, le guignol, est encore en train de faire le malin. Là, il est encore en train d'essayer de s'arranger à laisser percoler le fait de laisser traîner les petits mots-clés. Le short qu'il sort là actuellement pour continuer d'alimenter cette synchronicité, de cette montée en mayonnaise, de toute cette merde, hein, c'est de sortir les mots-clés du fauve. Hein. Alors on n'est plus dans le chien, on est dans le fauve. Hein. On n'est plus dans la domestication directe aussi décomplexable. Alors on va revenir un petit peu à la fascination pour le roi de la nature, hein, le roi de la brousse, hein, donc toujours dans ce tropisme, hein, vous savez, qui sent bon le bon vieux racisme banania colonial, hein, puisque son grand pote c'est de toute façon Bernard Lugan, hein, et que donc on est encore à l'époque où la féminité c'est Emmanuel, si vous voulez, vous voyez, hein, on copule le respect de la bonne catholique sur la peau de bête du banania tanné, hein, vous voyez, puisque de l'autre côté de la Méditerranée, ce qui est bon, c'est la, 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 j'ai mangé le terme, la taxidermie. Et donc, si vous voulez, ça démontre l'autistisme psycho-affectif. Hein. C'est pour ça que c'est aussi crispé sur le fantasme de la toute-éthicité du gaullisme. Hein. Ça veut ressusciter les vieilles thèses de la bourgeoisie prend toujours le parti de l'étranger. C'est pour ça que c'est tellement incriminé la gauche. Hein. Ça confond la gauche avec l'hyper-communautarisme siono-suprémaciste fasciste. Hein. Ça confond la judéité avec le jabotinskisme. Hein. Ça confond la psychosystémique avec la psychanalyse. Hein. Je veux dire, c'est l'incompétence même. Hein. Ça se recroqueville derrière le diagnostic moléculaire. Bon, la molécule actuellement, elle veut supplanter la naturopathie, d'accord, puisque elle est aveugle de son échantillonnage par quantification. Hein. Le diagnostic moléculaire actuellement, il repose sur l'informaticisation, donc il repose in fine sur la puissance de calcul de la définition ultime permise par la capacité de quantification des microprocesseurs. La naturopathie travaille en signal analogique biologique direct. Hein. Et c'est là où je vais en venir, c'est que au final, dans ce rapport à l'animalité, mais dont vous voyez qu'elle est toujours mono-expérientielle au lieu d'être reconnectée profondément au génie, qui est, je le rappelle, la capacité de pluri-regard synchrone en temps réel. C'est-à-dire, non pas de choisir un animal totem, mais pourquoi pas tous, hein, et d'en connaître les différentes expériences au fur et à mesure pour distinguer l'intelligence de la sagesse. Eh bien, dans les langues anciennes qui ont fait l'illusion de la pleine maîtrise de l'homme moderne par la pharmacopée, hein, puisqu'il faut lire Jérémy Narby quand même. Jérémy Narby, quand il part avant tout dans le bassin amazonien, hein, il va dans l'endroit au monde où la biodiversité naturelle forestière est la plus large de toute la planète, hein, et où pourtant, sans aucun modèle expérimental, hein, le savoir naturopathique des Amérindiens Shipibo-Konibo de là-bas est sans commune mesure avec tout ce que la pharmacopée moderne de la soi-disant science moderne occidentale a été en mesure de développer. C'est pourquoi il en tombe tellement dénu, et c'est pourquoi il écrit dans Le Serpent Cosmique, l'ADN et les origines du savoir, hein, pourquoi derrière il y aura l'Ayahuasca Project, etc., et le pillage depuis les années 70 d'une très très grande partie justement de la découverte de ces molécules, soi-disant par les grands laboratoires occidentaux, qui eux en ont tiré une hyper lucrativité, hein, pour continuer le colonialisme, avec par exemple les centaines de milliers de morts par les opiacés aux États-Unis. Articuler ça avec les présentes vidéos que je vous ai faites sur le rôle des psychotropes dans le colonialisme comme moteur, hein, à cause de la lucrativité permise par la supranationalisation des fluidifications, des échanges de quantités commerciales, logistiques des biens. Et donc, dans les langues anciennes de ces rituels-là, dans ces cultures-là, la langue ancienne des rituels dans les états modifiés de conscience, hein, à l'ayahuasca, à la diméthyltryptamine,
elle ne considère pas psycholinguistiquement de structure linguistique, de capacité de formation de phrases, dans lesquelles les interactions avec les entités spirituelles des animaux totems, il peut y avoir une hiérarchie d'ascendant ou de descendant. C'est une articulation de ne pouvoir simplement interagir avec elles dans le monde des esprits qu'en s'enroulant avec. Donc c'est-à-dire co-ascensionner. C'est ça le sens profond, premier, des états modifiés de conscience qui ont développé la foi dans tous les cultes du monde, puisque la diméthyltryptamine est le principe actif non seulement sécrété naturellement à la base par l'encéphale pendant la phase de sommeil paradoxal, donc c'est-à-dire que même les hominidés premiers, le premier saut vers la divinité, c'est lié à ces états modifiés de conscience, mais qui est le principe actif commun dans ces différentes formes, dans toutes les formes les plus archétypales de proto-chamanisme de toute l'histoire de l'humanité. Que ce soit l'écorce d'acacia, que ce soit les champignons, ou que ce soit le mélange de l'ayahuasca, donc de la chacruna et de l'autre principe actif, c'est la même molécule, c'est de la diméthyltryptamine. C'est ça que l'Église catholique a héréticisé, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est plus capable de distinguer le discernement entre psychotrope et antéogène, à tel point que Monsieur Rougeron n'est obsédé et fasciné que par l'inexorabilité de la violence, et absolument pas sur les capacités de sa sublimation. C'est ça son horizon, perspective, c'est ça son horizon prospectif, perspectiviste du développement maximum de la civilisation. Vous voyez le problème pour quelqu'un qui se revendique fils de médecin. Il est fils de médecin, mais il est surtout fils de médecin perdu, prisonnier de ses traumatismes. Et il faudrait absolument priver la condition collective politique de la subvention de sortir enfin de cet enfer carcéral-là.